Je pense que la falsification première de la bourgeoisie, c'est de faire croire que l'ordre en place est légitimé par le travail, l'effort et le mérite, au mépris et dans la dissimulation d'opérations qui n'ont rien à voir avec le mérite, qui sont précisément des opérations d'héritage. Donc c'est une classe, si vous voulez, qui s'est toujours édifiée sur un mensonge. Ce qui rend d'autant moins étonnant le fait qu'elle soit si prompte à tout falsifier et à utiliser des mots qui ne veulent rien dire. Parce que précisément, elle repose sur une fable qui est celle du mérite. Alors qu'on sait bien qu'il n'y a aucun mérite à devenir Emmanuel Macron quand on vient de là où il vient. Il est comme fils de médecin, de grand médecin de province. Vous n'avez eu aucun mérite, François Bégaudeau, dans votre moi, parcours? Je considère que j'ai aucun mérite. Mais si vous voulez, on pourrait aussi parler métaphysiquement de la notion de mérite. Moi, je crois qu'en général, nous ne sommes pas libres et que donc nous ne pouvons être ni fiers ni très honteux de ce que nous sommes. Nous sommes agis par des forces qui nous dépassent très largement. J'ai été agi par des forces qui me dépassent très largement. À ce titre-là, je ne m'honore pas de mon destin. Qui a du mérite? Personne. Alors personne. Personne. Personne n'a de mérite. En revanche, il y a des choses qu'on peut préférer dans le monde. Moi, je préfère certaines personnes à d'autres. Mais jamais, ça ne sera une espèce de tableau scolaire, un tableau comme ça de remise, d'évaluation et de notation qui fasse que toi, tu es méritant. Et donc, à ce titre-là, je te gratifie. Et toi, tu n'es pas méritant. Parce que c'est ça aussi qui ne va pas dans la méritocratie, c'est qu'est-ce qu'on fait des pas méritants? Quel est votre premier réflexe quand vous voyez arriver ça? C'est un réflexe d'empathie? C'est un réflexe de sympathie? Ou c'est un réflexe de peur? Jusqu'à plus de 80% des Français. Très il y a eu beaucoup de sympathie autour de ça. La sympathie de la bourgeoisie a duré 2 jours, tant que c'était des gentils témoignages de gentils gilets jaunes qui montraient à quel point... Il y a eu un refus de la violence, François Bégaudeau. Mais la violence, ça fait partie de la conflictualité sociale et politique. Il y a énormément de choses, il y a énormément de progrès dont vous profitez maintenant et que vous trouveriez absolument légitimes et justes, qui se sont arrachés par la violence, en tout cas par le désordre. Mais quand on est assis sur une situation, on n'a pas intérêt au désordre. Ces progrès. Vous aussi, c'était nous là pour le coup. Mais sauf que moi, ces progrès, j'en connais l'historicité et je sais qu'ils ont souvent été arrachés par des luttes qui ont été conflictuelles. Des gens sont parfois morts, ont été blessés pour arracher les congés payés, pour arracher tout un tas de choses qu'on trouve tout à fait normales. Et la démocratie. Et pour obtenir le droit de vote, exactement. Et la démocratie représentative. La démocratie représentative, ça c'était une espèce de cliché qui, à chaque fois qu'on dit qu'on vote pas, on se fait entendre dire que des gens sont morts pour ça. Je crois il faudrait voir où factuellement les gens sont morts pour la démocratie. Quelle mort et à quelle époque sont morts pour la démocratie, j'entends bien, pour la démocratie représentative. En France, moins, mais partout dans le monde, oui. Ah, d'accord, voilà, c'est toujours un peu partout. Dès que je demande un truc précis, on me dit un petit peu dans le monde. Mais en France, donc, puisque c'est aux votants français ou aux non-votants français qu'on reproche de ne pas voter, par mémoire et en hommage à ceux qui se seraient soi-disant battus et qui seraient morts. La Révolution de 1848, la Commune de Paris, d'autres épisodes historiques. Les morts de 1848, ce sont ceux qui ont essuyé les balles d'une bourgeoisie qui a eu peur de la première émergence d'une force prolétarienne dans le champ public. Ça, c'était plutôt des morts pour la cause sociale, pas du tout pour la cause de la démocratie. Dimanche. La démocratie, le peuple, c'est nous. On ouvre notre cœur, les gens. On peut comprendre les revendications, on peut comprendre. Nous aussi, on est dans la merde. Nous aussi, c'est difficile, mais c'est pas pour ça qu'on casse. C'est savoureux. D'ailleurs, moi, j'adore regarder ces images-là, parce que là, pour des gens qui douteraient de ce que j'essaie d'avancer dans mon livre, à savoir qu'il y a des réflexes de protection et des réflexes bourgeois, ben là, on en a la visibilité. Bon, sur la violence, je voudrais dire quelque chose. La violence en politique, sa légitimité et sa justesse s'évaluent à sa cause. Si demain, des gens commettaient des violences contre le régime de Bachar el-Assad, et qu'il y avait comme ça des perturbations dans la rue, des gens qui casseraient des vitrines, je suis sûr que tous ici, on dirait, mais c'est normal, leur cause est juste. Bachar el-Assad est tellement un dictateur dégueulasse que cette violence est légitime. Donc, en fait, l'évaluation de la violence et de la pertinence de la violence en politique doit être toujours articulée à la cause pour laquelle on se met à perpétrer ce genre de violence. De comparer la Donc, je crois qu'en gros, ces gens-là ne sont pas contre les violences des Gilets jaunes. Ils sont contre fondamentalement la déstabilisation de l'ordre social dont ils sont les dépositaires. Hier, il y avait un reportage sur une autre antenne, un micro-trottoir très très rapide. Quand même, on entendait 15-20 personnes. Je pense que c'était relativement représentatif. Il s'était avéré anecdotiquement, que tous avaient voté Macron et beaucoup plus profondément que tous avaient des revenus de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Bon, ben voilà, les choses sont très très claires. Je n'ai pas suivi sur la comparaison entre Macron et Bachar el-Assad. Oui. Je parlais du fait que quand on veut évaluer la pertinence de violence en politique, ça n'est jamais une évaluation en soi. Oui. C'est en rapport à la cause. Mais vous ne répondez pas sur la justification de la violence ici en France. Et en rapport au système politique dans lequel on vit. Je n'ai pas dit que Macron égale Bachar el-Assad, c'est quand même dommage. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Donc je vais me réexpliquer. Je dis,
Si vous voyez les mêmes images de vitrines détruites demain à Damas, pour des gens qui seraient contre le pouvoir de Bachar el-Assad, d'un seul coup, cette violence vous serait beaucoup plus sympathique. Pas d'un seul coup, mais je peux vous le dire, mais beaucoup plus sympathique. Voilà. Et donc, ce n'est pas la violence en soi qui vous effraie, c'est la cause pour laquelle on est violent. Donc, le vrai débat entre nous va pas être faut-il détruire des vitrines ou pas. Moi, je suis pas pour détruire les vitrines. C'est est-ce que la cause des gilets jaunes... Quand on a d'autres moyens de s'exprimer en France, notamment la voie démocratique, est-ce que la violence se justifie? La preuve que non. Des résistants. La preuve que non. On va pas rester sur la Syrie parce qu'on va s'embrouiller. Mais la preuve que non, ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer, puisque s'ils en viennent à faire ça, c'est bien qu'ils considèrent que les courroies habituelles d'expression sont viciées. Et que, par exemple, le jeu électoral est un jeu vicié qui fait toujours gagner les mêmes, qui a même été programmé pour toujours faire gagner les mêmes. Vous ne votez plus. Vous dites que vous ne votez plus. Vous avez voté, mais vous ne votez plus. Bon, j'ai peu voté dans ma vie. Ouais, j'ai eu un moment de 4-5 ans où j'ai voté. Quoi. À quel moment? Comme des gens écoutent les Smiths pendant 4 ans, puis après ils arrêtent. En gros, ça a été un peu mon... Pour moi, les Smiths et le vote, c'est pareil. Quoi. Pourquoi est-ce que vous ne votez plus? Vous dites que la politique a lieu partout, sauf là. Oui, tout à fait. Je pense que vous savez, la scène électorale est une scène pseudo-politique, puisque c'est le pouvoir qui organise des élections. C'est le pouvoir qui propose une offre comme ça, qui règle l'institution, qui définit la règle du jeu. Moi, je crois qu'il n'y a pas de politique quand les choses émanent du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir qui fait de la politique. Le pouvoir, lui, fait de la police, dirait Jacques Rancière. C'est-à-dire qu'il est là pour se préserver. La politique, c'est quand des gens s'invitent, font effraction dans un jeu institutionnel qui a été déterminé par le pouvoir. Donc, par exemple, quand ils font un mouvement comme celui des Gilets jaunes, quand ils font un mouvement social, quand ils se mettent en grève, quand, par exemple, ils décident d'occuper un terrain où la normalité voulait qu'on installe un aéroport au mépris de la richesse des terres agricoles qui s'y trouvaient, avec des zones humides tout à fait précieuses pour les vivants. Et ils ont dit, nous, on va habiter là, on ne veut pas cet aéroport. Ça, c'est de la politique. Donc, si je vous suis, pour vous, il faudrait que personne ne vote, en fait. Voir ce que ça donne. Non, mais moi, je ne suis pas assez mégalomane pour prétendre que tout le monde fasse comme moi. Moi, je vous donne ma façon de faire, qui est d'ailleurs la façon de faire de pas mal de mes amis politiques. Ça fait très, très longtemps que des gens qui penseraient un petit peu de la même façon que moi ont bien compris que l'élection était vraiment la partie la plus médiocre et la plus vaine de la vie politique. Je vous demanderai à l'avenir de rester respectueux et de vous tenir éloigné de ces extravagances vestimentaires qui ne rendent pas hommage au travail que nous devons mener dans cet hémicycle. Ce que la bourgeoisie ne pardonne pas aux gens qui émergent des classes populaires ou qui les représentent comme Ruffin, c'est quand même un peu faute de goût, vous voyez. Hein, je pense que dans la répulsion que ressent la bourgeoisie actuellement par rapport aux Gilets jaunes, il y a quand même beaucoup l'idée qu'ils sont mauvais goût. C'est vrai qu'ils ont un peu des sales gueules, quoi. Ils sont pas bien sapés, quoi. Il y a un truc comme ça, ils parlent, c'est bizarre. Et on voit bien que ça grimace un peu du côté de la bourgeoisie dès qu'un gilet jaune. On a plus de 50% de soutien, quand même. Et oui, il y a beaucoup de sympathie. Mais parce que la bourgeoisie représente une minorité dans la société. Minorité audible. C'est bien ça la grande farce. C'est qu'une minorité très audible, qui occupe beaucoup de lieux d'expression, occupe le pouvoir depuis 200 ans. Alors qu'effectivement, la bourgeoisie, je dirais au sens le plus large, c'est le vote Macron, c'est-à-dire en gros 10-15% de la population. On pourrait faire un vote censitaire à l'envers. C'est-à-dire exclure la bourgeoisie d'un mécanisme de vote. C'est ça que vous suggérez au fond? De facto, si le peuple avait le pouvoir, enfin en tout cas si vraiment tous les citoyens pouvaient se faire entendre et avoir un pouvoir de décision, de facto, ça marginaliserait la bourgeoisie. Mais moi, je n'ai que empathie et amour pour les bourgeois. Je ne veux pas les exclure du jeu, qu'ils viennent discuter avec tout le monde, simplement qu'ils arrêtent simplement d'être à ce point-là centrés sur la défense de leurs intérêts.